Alors, vous êtes sur Radio Libertaire, hein, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'émission à Racaille, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Pour peindre la banlieue. Voilà, avec mes camarades, nous sommes allés à Rueil-Malmaison, charmante petite banlieue parisienne. Voilà, dans l'ancien atelier Grognard, un atelier où on faisait, c'est ça, oui, où on faisait des, parce que tu me regardes avec un air sévère là, où on faisait des plaques d'étain, de cuivre, etc. Pour la photogravure et surtout pour la gravure. Voilà. Alors c'est une usine dans le style Eiffel, une ancienne usine avec une charpente métallique FN, Eiffel pour FN, et c'était restauré d'une manière très intelligente. On y voit encore des restes de cette usine, des morceaux, des anciennes roues en métal, je ne sais pas trop à quoi ça servait, mais bon, c'est très joli, en tout cas, c'est rouge, et le reste est peint en gris, voilà, c'est très bien, c'est très lumineux en plus. Et là, une expo concernant, si vous voulez, oui, peindre la banlieue de Corot à Vlaminck. Je crois que c'est ça le titre entier, voilà. C'est un siècle à peu près, comme je le disais tout à l'heure, hein, avant que ma camarade prenne la parole, un siècle de peinture, voilà, de peinture de paysage, paysagisme si vous voulez, quoi. Depuis quasiment les naturalistes jusqu'aux fauves, etc. Voilà. Et donc on a déambulé là-dedans. Alors Pichicou, qui sautillait d'une toile à l'autre, qui a tout noté, qui a tout regardé, etc. C'est assez ravissant de la regarder, parce que vraiment, on a l'impression qu'elle est sur un nuage, comme je vous l'ai dit, puis je vous le répéterai encore. C'est ça l'avantage du gâtisme. Et voilà, et donc, on a passé combien, 1 heure au moins là-dedans? On a dû passer 1 heure, parce qu'il y a plus d'une centaine de toiles. Oui, il y en a 150, je crois. Ouais. Alors je vous dis, mais dès l'entrée, déjà, ça vous prend, ça vous transporte, quoi. Il y a quelque chose. Tout n'est pas magnifique, hein. Faut pas non plus exagérer. Il y a des choses. Surtout, ce qui nous a choqué, c'est le vernissage des toiles, des œuvres, enfin qui est un peu trop clinquant, un peu trop neuf, et un peu trop mal fait, quoi. Et puis des retouches aussi un peu sauvages de temps en temps. Donc on en a parlé d'ailleurs avec une des responsables de ce musée qui était assez d'accord avec nous, mais c'est pas eux qui sont fautifs, puisque c'est l'apport de plusieurs musées, de plusieurs fonds, etc., quoi. Donc voilà. Il y avait des œuvres qui venaient d'Orsay, qui venaient du Louvre, qui venaient de plein de choses, du Grand Palais, ou je sais pas quoi, au musée d'art moderne. Oui, qui venaient de Mantes, qui venaient du musée Fournaise, enfin, ouais. À peu près là où chacun des artistes un peu vivait, ou à son musée dédié, quoi. Voilà, c'est ce dont on va vous parler, hein. Je pense que ma camarade Piquet-Cou, elle a bossé comme d'habitude, hein, une vraie staccanoviste de l'écriture et ça fait un boulot d'historienne de l'art, quoi, voilà. Et on va vous livrer tout ça tout de suite, sans attendre. Bah oui. Donc en fait, on va suivre un petit peu le parcours de l'exposition. On a trouvé que l'accrochage était fait de manière très intelligente, et on va se promener donc avec vous dans les différentes salles. Donc la première partie, comme tu l'as dit, est vraiment ce qui vient à peu près juste après les naturalistes, donc le début à peu près 1850, avec une banlieue qui est une banlieue encore bucolique et une banlieue rurale. Et là, Robert, toi, tu as été tout de suite un des premiers tableaux, tu as sauté aux yeux. Ah oui, c'est un tout petit format, un minuscule, un paysage de Victor Dupré, les environs de l'Isle-Adam, en 1850, je sais pas qu'on vient de le rappeler, Piquet-Cou. Et alors là, je suis quasiment tombé sur le cul, et je suis resté pendant toute l'exposition avec cette découverte en tête. C'est probablement ce qu'on appelle un petit mètre, hein, mais pour moi, c'est pas du tout un petit mètre. Voilà, il y avait une espèce de légèreté, vous voyez, une fluidité. Et en même temps, ça scintillait. Il y a comme, oui, vraiment un bijou, une pierre précieuse. Voilà, c'est un tout petit format, mais
je l'assure que ça peut vous... Il n'y a pas que le radeau de la Méduse qui bouleverse, qui a une grande tartine de je sais pas combien de mètres sur je sais pas combien de mètres. Là, c'est tout petit. Ça fait quoi, 20 cm sur 15 ou 30 cm sur 15? Non, plus que ça? Ouais. Plus que ça, je pense. Dominique va vous donner tout de suite, que je vous disais qu'il avait bossé. Elle a tout noté. Alors, mais en tout cas, c'est moi... Cette exposition, j'ai pu l'avaler jusqu'au bout grâce à ce tout petit tableau. Ouais, 21 sur 35. Ouais, 21, toi, j'étais pas loin quand même. Voilà. Si vous voulez, il y a quand même... j'ai vécu... je suis né quasiment avec, si vous voulez, les bouleversements artistiques de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Moi, un des premiers peintres que j'ai aimé, j'étais tout petit, enfin tout petit, j'étais même pas adolescent, c'était Bernard Buffet. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, le misérabilisme, etc., etc. Puis alors évidemment, les impressionnistes, les fauves, etc., etc., tout ce petit monde là. Mais ça, c'était ceux d'avant, mais ceux d'après la guerre, il y a eu toute une pléiade aussi d'artistes, voilà. Mais si vous voulez, donc j'étais moi plutôt à donf dans l'art moderne, plutôt que dans l'art contemporain, plutôt que du côté des naturalistes, etc., que si vous voulez, dans les écoles d'art, on considérait la plupart du temps avec commisération des pompiers, tout ça, des petits maîtres, des nuls, quoi, en quelque sorte, hein, vous voyez. Oui, l'influence de l'éducation artistique par des professeurs bidons, hein, ça peut marquer pour la vie. Ouais. Heureusement, je commence à m'en sortir un peu, hein, quelques décennies plus tard, et je me rends compte au fil des expositions qu'on parcourt avec Piquet-Cook, si vous voulez, il y a une peinture, il y a toute une partie de la peinture, comment on peut l'appeler, enfin de la peinture, quoi, tout simplement, de paysages ou des sujets, enfin bref, avec des naturalistes, on a parcouru quand même un petit peu un bon tiers, bon quart de la France à la recherche de ces gens-là. Et je dois dire que d'abord, ils savaient peindre. Oui, quand même, la peinture... Vous voyez, on s'improvise pas musicien, on s'improvise pas écrivain, si on veut être compris. Hein. Eh ben, on s'improvise pas non plus artiste peintre, comme c'est la mode en ce moment, avec tous les barbouilleurs, les centaines, de milliers de barbouilleurs qui nous polluent l'atmosphère. Là, il y avait... Voilà, la peinture, c'était beau. En tout cas, si la beauté veut encore dire quelque chose. Et je m'en rends compte maintenant en voyant ce petit Dupré là dans ce musée. Donc ça commençait bien pour moi. Ouais. Mais il n'y avait pas que Dupré, mais effectivement, lui a tout de suite nous a détendu, a dit, on était à l'aise, qu'on était bien dans cette expo. Et dans toute cette partie, il y en a quand même d'autres qui nous ont beaucoup plu. Hein. Il y avait du Corot, hein. Il y avait des... Moi, il y a un Daubigny que j'ai particulièrement bien aimé. Là, c'est la scène... à Beson. Ouais, la scène à Beson, parce que ce qui m'a plu, ce qu'on aime bien voir dans ces peintures naturalistes, c'est les petites taches de rouge, justement. Ouais. Et là, donc, on retrouve un petit bonnet rouge, et juste devant, il y a le bec rouge des oies qui sortent de l'eau. Là, et ça, moi, j'adore forcément, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des codes. Hein. Si vous voulez, même Millet, tous ces gens-là, tous les naturalistes d'avant l'heure, l'école de Barbizon, etc., qui évidemment plantaient leur chevalet portable dans des paysages ou devant des paysages, mais pas seulement de nature, mais il y avait aussi des gens qui se baladaient dans ces paysages, des paysans, etc. Vous voyez par exemple avec Millet, avec cette célèbre peinture qui est l'Angélus. Et il y avait souvent, oui effectivement, les femmes avaient sur la tête un foulard rouge et avaient un sarrau bleu. Enfin, c'est les mêmes bleus et les mêmes rouges qui se répétaient, voilà. Et de Piquet-Cook, elle a vraiment flashé sur ce rouge et elle a raison parce que ça, d'un seul coup, si vous voulez, le tableau, s'il n'y avait pas ce rouge, bon, ça serait un tableau, quoi, voilà. Mais tout de suite avec ces petits points, paf, ça explose, ça dit autre chose, quoi, voilà. Ouais. Il y avait un tableau de Paul Gauguin qu'on n'aurait pas identifié comme étant fait par Paul Gauguin. C'était vraiment c'est toute première toile. C'était il peignait Saint-Cloud. Alors c'est vraiment ce qu'on peut préciser, c'est que dans cette banlieue verte, rurale et bucolique, il y a aussi beaucoup l'eau. Hein. Il y a toute la vallée de la Seine et la vallée de l'Oise. Donc l'eau revient. Et par exemple de Daubigny, moi j'étais surprise parce qu'il y a un autre tableau qui est le plateau du Valmondet. Et là on est dans une facture déjà beaucoup plus impressionniste. Alors c'était assez surprenant en fait. Hein.
il y avait un Pissarro qui m'a bien plu aussi. C'était une diligence dans les rues de Pontoise. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, il y avait... Mais en même temps, si je peux me permettre, camarade, Pechecho, toujours, c'est un petit peu bête parce que bon, ça m'a peut-être faussé la sensibilité, la tordue. C'est que après ce Victor Dupré, si tu veux, j'ai trouvé même Daubigny que j'adore, Corot que j'adore, Manet, etc. Je les ai trouvés, pas Gauguin parce que je l'adore pas, mais enfin bon. Et puis là, dans cette peinture encore moins, j'ai trouvé que c'était quand même un peu lourdingue, quoi, tu vois. Voilà, c'est terrible. Ouais, moi j'ai pas eu ce sentiment, même si j'ai beaucoup aimé le Dupré, j'ai bien aimé. Ça commence par un accrochage avec un carpeau qui représente Auteuil. J'avais déjà bien aimé. Mais c'est vrai que justement ça montait crescendo. C'était bien, quoi. Et il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y avait un Manet, il y avait une maison dans le feuillage aussi de Manet. Ouais, bien sûr. Ouais. Du Stanislas Lépine, qui est très qui est très agréable aussi, hein, et qui représente Conflans-Sainte-Honorine, ou qui représente les hauteurs de Meudon. Voilà le terme. Voilà, elle a trouvé le terme agréable. C'est agréable et c'est pas honteux d'être agréable. Hein. C'est pas forcément que les choses désagréables qui sont intéressantes. Parce qu'en fait, effectivement, là, on a des peintres qui ont fui un peu la ville, qui avaient côtoyé ces banlieues il y a quelques années, qui sont revenus pour être plus au calme et qui nous font part de leur environnement et de leur ressenti. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi du Albert Lebourg aussi. Hein. Ouais, il y avait une banlieue, dans la banlieue un peu rurale. On a Cézanne qui commence, qui découvre Auvers-sur-Oise. Et qu'on reconnaît pas du tout. On reconnaît pas du tout le site. Il y a beaucoup de peintres connus dont les toiles, dont on ne connaissait pas les œuvres qui étaient présentées là. Voilà. Et ce Cézanne, je l'avais jamais vu nulle part. Ouais, il y avait un Jonking aussi qui représente la Seine à Meudon, hein, donc il y a toujours cette eau qui est présente et qui sera après qui va effectivement attirer de plus en plus avec les impressionnistes et les reflets de la lumière. Hein. Il y avait Herblay sous la neige, ça c'était Albert Charles Lebourg, ça j'ai bien aimé aussi, j'aime bien moi les paysages un peu blancs, et puis un bateau lavoir à Maison Lafitte, je crois qu'il s'appelait le Bottin, là, ces bateaux qui permettaient je crois aux artistes d'être hébergés et puis peut-être de pouvoir bouger pour repeindre vue de l'eau, quoi. Oui, tout à fait, oui, il y a aussi évidemment un Glaise, une facture un peu plus moderne, Albert Marquet. Oui, le Glaise, il est très très moderne même, d'ailleurs il était en fin de salle. Ouais. Mais c'était 1908 déjà, hein. C'est-à-dire on est au 19e, au 20e, on n'est plus au 19e. Il y avait Albert Marquet, la scène Américourt, vue des coteaux de la Frette, qui était aussi vraiment... Non, ils tous, si tu veux, cette partie-là de la banlieue encore rurale, encore bécalèque, qui a attiré justement tous ces peintres naturalistes, puis impressionnistes, etc., etc. C'est jusqu'aux années 50 à peu près. Eh bien, si vous voulez, c'est quand même, personnellement, en tout cas, si je peux parler de moi, c'est peut-être pas très élégant, mais je regrette un peu de ne plus voir de barbouilleurs au bord de la Seine, même à Paris, sur le pont des Arts ou ailleurs, ou le pont Neuf, ou etc., etc. On voit plus, ou même sur les bords de Marne, je suis pas tous les jours, mais j'habite à côté, et j'en ai jamais vu un. Voilà. Alors, de temps en temps, quand je fréquente Nogent-sur-Marne, cette ville pourrie de petits bourgeois. Voilà. Il y a une salle d'exposition qui s'appelle le Carré Cognard, où il y a de temps en temps des expositions de peintres des bords de Marne, mais c'est marrant qu'il y ait des peintures, mais qu'on ne connaisse pas les auteurs, on les voit jamais. Alors, est-ce qu'ils peignent vraiment avec le chevalet planté sur les berges, ou alors est-ce qu'ils travaillent d'après photo? Ça, je me pose la question, et je m'y réponds en me disant que oui, ils sortent pas, ils restent dans leur atelier avec des photos devant eux, et voilà, le tour est joué, parce que peindre sur le motif, ça donne... Alors, c'est peut-être, je fantasme peut-être, mais je pense que ça se sent dans les œuvres. Ouais, donc voilà, ça c'était la première partie de l'exposition, et puis on va basculer petit à petit vers l'industrialisation et vers les fabriques, les usines. Donc ça va être notre deuxième partie d'émission. Et là, tout le monde à l'abri. Mignonne quand la lune éclaire la plaine, au bruit mélodieux
lorsque l'étoile du mystère revient briller dans le ciel bleu. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Mignon, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. As-tu parfois sous la ramure, à l'heure où chantent les épis, écouter leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis? Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chanter parmi la moisson blonde les doux refrains d'un pur amour? Mignon, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Fabienne Thibault, la chanson des blés d'or. Ouais. Ouais, c'est une version qu'on a préférée à celle plus dure, plus rocailleuse quand même. D'Armand Mestral. Voilà. Ouais, oui. Bah oui, mais en même temps, on ne pouvait pas vraiment y échapper puisque on pense que c'est vraiment une musique, une chanson, une mélodie qui correspond bien à ce qu'on raconte sur cette époque bucolique de la peinture de plein air. Voilà. C'est sûr, toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, à racaille, peindre la banlieue. Voilà. Donc après cette banlieue bucolique et rurale, effectivement, la société va s'industrialiser petit à petit et on va arriver dans ce qu'on a appelé la banlieue noire, la banlieue qui est faite d'usines, de fabriques avec des cheminées, des fumées et tout ça qui va être construit dans les parties plutôt nord et est parisiens à cause des vents qui soufflent plutôt d'ouest en est et donc pour éviter que Paris soit pollué, c'est là qu'on va implanter les usines. Alors, moi, j'aime bien toujours lire un texte quand j'en trouve un qui est approprié. Donc là, sur ces banlieues noires, effectivement, on a pensé à Lucien Bourgeois, hein, cet écrivain prolétarien du 19e, 20e, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui a fréquenté le groupe Poulaille et qui est sorti de son milieu pour s'intellectualiser un peu et devenir écrivain. Et on avait parlé de son premier roman, L'Ascension, qui raconte sa vie. Ça, c'est un deuxième ouvrage qui est aussi publié aux éditions Plein Champ. Mortifère. Qui s'appelle Faubourg, et ce sont 12 récits prolétariens. À l'intérieur, donc moi j'en ai sélectionné un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Le Ventriloque, avec en sous-titre « Derrière les lilas blancs, il y a une fontaine ». Et dans l'extrait que je vais lire, voilà, c'est un couple qui arrive dans une banlieue et qui va construire son petit bout de baraque à côté déjà d'autres baraques qui se sont construites, quoi. Ils allaient habiter leur maison.
Devant eux, il y avait la plaine maraîchère et mamelonnée qu'un rue coupait de ses sinuosités. Il était couvert de plaques huileuses et irisées, l'eau n'était pas potable. Son cours s'en allait se perdre jusqu'aux fabriques, larges au plus d'1 mètre, avec sur ses bords, dans les herbes, des saules aux moignons piqués de branchettes sans feuilles. Il arrosait des restes de jardins campagnards remplis, malgré un quasi-abandon de fleurs violettes et bleues. Au loin, on voyait un porche, une ferme aux murs jaunes, les premières maisons d'un village aux toits bruns et tassés. Des petits nuages ronds et calmes flottaient dans l'air léger. Eux venaient du côté opposé, orienté au nord. Ils venaient de la ville ouvrière, là où montent d'interminables trains de matières premières, là où le fleuve qu'ils ne voyaient plus fait une boucle et reflète les façades imposantes des usines, leurs rangées de cheminées disposées en tuyaux d'orgue par la perspective, leurs élévateurs, leurs bacs aériens. Une architecture rectiligne, sans couleur, montant du sol rougeâtre, rongée par les rouilles, les déchets, les acides des industries. Tanneries, forges, chaudonneries, fonderies, fabriques de stéarine, de produits chimiques, savonneries. Il respirait l'air pur avec joie, car celui d'où il venait et qu'il respirait habituellement était empoisonné. Voilà, ouais. C'est un court extrait. Et dans ce livre, il y a pas mal de petites de moments comme ça qui racontent tous ces ouvriers qui montent leur maison et l'environnement dans lequel ils évoluent, quoi. Oui, alors un environnement pourri, mais vraiment pourri de chez pourri, avec la boue, avec le froid, etc. Les odeurs des fabriques, parce que malgré tout, il y a quand même des usines. C'est pas, peut-être pas, enfin, ils sont pas au cœur de la chose, mais quand même, avec les rivières polluées, etc., pour pas parler des terrains. Et c'est vraiment, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce bouquin tellement il y a des scènes qui sont insupportables de misère, etc. Des gens de cette époque. Alors évidemment, il y a la ruralité qui continue à exister, mais peu à peu bouffée justement par les usines, bouffée par les cités ouvrières, etc., etc. Et dans tout ça, les moyens de transport, bon, bref, qui sont pas terribles. Donc ils marchent beaucoup, ces ouvriers. Je vous dis, dans la boue, l'hiver, ça doit être terrible. Enfin bon, des maisons qui sont pas chauffées avec de la marmaille qui vit quasiment dans la rue, quoi. Voilà. Non, c'est assez terrifiant de voir, si vous voulez. Je dis pas que la France rurale, c'est le paradis, hein. Mais quand même, à côté de cette France ouvrière du début de l'industrialisation, ça peut ressembler quand même au paradis. Et ces banlieues ouvrières à l'enfer, quoi. Ouais, donc effectivement, là, c'est bien ce que va montrer cette exposition. Ça, on passe de cette période qui va s'industrialiser avec cette apparition de ponts, de structures métalliques, hein, jusqu'à effectivement cette implantation d'usines et ces cheminées qui seront là en permanence. Parce que bon, il y avait les fortifications autour de Paris qui avaient été érigées entre 1840 et 1849. Donc ça porte la limite entre la ville et la banlieue, hein. C'est aussi une limite administrative, une limite fiscale, une limite économique, puisque cette enceinte devient finalement une frontière. Donc à l'intérieur, on trouve tous les bâtiments comme les lycées, les bibliothèques, les équipements culturels et les sièges sociaux des grandes entreprises, des banques. Et c'est derrière, effectivement, que vont être rejetées ces activités qui vont être plus encombrantes, plus polluantes, qui viennent des branches industrielles. Donc, après, il y a cette industrialisation donc de la banlieue nord de Paris, comme on disait, à cause des vents, qui va créer un nouveau type urbain avec ces usines, toutes ces habitations de briques et de broc, qui seront au voisinage de terrains vagues avec une pollution. Donc, ici, bâti là, parce qu'effectivement, il fallait pas que Paris soit pollué, donc on s'est référé à d'où venaient les vents. Et donc vont être rejetés derrière tout le reste, quoi. Donc il y a quelque chose qui est important aussi qu'on peut pas négliger à cette époque-là, c'est le développement du rail qui est primordial aussi, parce que à partir de 1857 environ, il y a le réseau ferroviaire qui se partage en 6 grandes compagnies et qui vont investir tout ce paysage urbain. Donc on va voir se développer des gares, des voies ferrées, des ponts, des viaducs. Et à la fin du 19e siècle, on a quand même 16 000 kilomètres de voies de rails qui vont sillonner le territoire français, et une grande partie aux alentours de Paris, qui vont permettre aux gens de pouvoir se déplacer plus facilement, quoi. Oui, mais ça a aidé en même temps. Le cheval de fer a aidé
à la destruction du paysage rural et à la construction de ces usines, de ces banlieues sordides que cette exposition décrit justement dans cette partie du bâtiment. Là, voilà. Ouais, donc on voit bien dans la première salle qui parle d'industrialisation, hein, on peut voir un tableau. Alors Édouard Dantan, hein, il y a 2 tableaux de lui. Il y a un tableau qui est la station de Saint-Cloud. Là, on voit la construction justement de la gare de Saint-Cloud. Et un autre tableau, ce sont les Limousins qui construisent une maison à Saint-Cloud. Alors les Limousins, pourquoi ? Parce qu'effectivement, beaucoup de maçons venaient de cette région-là. Ils sont montés sur la capitale pour trouver du travail. D'ailleurs, exclusivement à cette époque-là, on le voit pendant la Commune, etc., dans les récits qu'on a pu lire sur cette tragédie, qu'il y a justement beaucoup d'ouvriers, enfin la plupart des ouvriers qui étaient employés dans le percement des rues, etc., c'était des Limousins. Voilà, ils avaient eu parce que c'était des costauds, des durs à cuire. Le foulard rouge autour du cou. Voilà, les plâtriers, tout ça, c'était les Limousins. Ouais. Il y a un grand tableau de Léon Auguste Mélé, c'est Carrière à Gentilly. Je ne sais pas si tu te souviens, on voit justement des roues, des grandes roues métalliques. J'ai pas compris à quoi ça servait. J'ai pas compris non plus, mais effectivement, le paysage devient différent. C'est-à-dire qu'à la place d'arbres, on a des tubes métalliques, on a des roues. Des roues géantes, on se croirait sur une planète alien. Il y a aussi des tableaux de celui qu'on aime bien, qui est Maximilien Luce. Hein. On avait vu certains tableaux quand on était allé voir une de ses expositions à Mantes-la-Jolie. Là, c'est la construction du métro à Issy-Moulineaux. Comment on va creuser la ville pour faire un tunnel et faire passer ce métro. Oui, ce sont des témoignages de l'histoire populaire qui sont irremplaçables, hein, parce que les mecs, ils œuvrent le témoin de leur temps, là, en peignant, si vous voulez. Voilà, perso, je trouve pas que c'est exaltant, mais de peindre, si vous voulez, les bouleversements qu'occasionnait le creusement de lignes de métro souterraines, etc., dans Paris, quoi. C'est assez extraordinaire. Ah ouais, c'est vraiment, effectivement, comme tu le dis, c'est en ça que cette exposition est très importante et que ces tableaux, il faut absolument les préserver parce que ce sont des témoins de toute cette époque-là avec l'évolution qui est très sensible. En plus, dans cet accrochage, on voit vraiment le paysage se transformer petit à petit, quoi. Ouais. Alors, il y a aussi un tableau qu'on a bien aimé, parce qu'on reconnaît son style, c'est Émile Bernard. C'est un quai de Clichy avec 2 personnages à l'avant-plan, un petit peu rond, là, comme... Il y a un Gustave Vincent qui est la scène prise. Alors Gustave Vincent, on avait l'occasion de lui voir une exposition qui lui était consacrée au musée de la Fournaise à Chatou. Donc on avait déjà vu ce tableau, mais ça faisait plaisir de revoir. C'est plutôt un grand format où effectivement tout est gelé et les gens sont traversent la Seine. Il y a un autre tableau de Maximilien Luce qui est la Seine à Issy-les-Moulineaux. Là, on voit donc il y a un pont, on voit une cheminée d'usine. Et par contre, on voit un avant-plan. Oui, il est dans le catalogue. On voit un avant-plan avec plus de nature. Il y a un tableau d'Alphonse Solint, Petit pêcheur. Ce sont les gamins là qui s'amusent, voilà, au bord de l'eau. Ouais, très mal. De mon point de vue, en tout cas, il a été restauré, mais d'une manière assez dégueulasse. Je pensais que les restaurations dures, c'était fini, mais apparemment non. Voilà, c'est dommage parce que, je pense que la plupart des visiteurs de cette expo ne se rendront pas compte de ce qui s'est passé là, des interventions de Guignol là, sur ces peintures vénérables, mais bon, en tout cas, moi, ça m'attriste terriblement. Ouais, il y avait aussi, quand il y a ce passage aussi aux usines, en fait, il y a une zone qu'on essaye de préserver, qui est une zone qui est une espèce de ceinture verte avec des jardins ouvriers. Donc il y a 2 tableaux qui représentent ces jardins ouvriers. Ces tableaux de Lunier, ce sont des jardins ouvriers qui sont à Saint-Ouen. Des tableaux qui nous ont marqués et avant qu'on voit qui en était l'auteur, c'est des tableaux de Grosmaire. Hein. Il y a un tableau de Grosmaire qui s'appelle La Batelière. Ouais, alors il y en a après qui sont dans la dernière partie qui est plus la banlieue des loisirs. Là, c'est La Batelière. Et une autre vue de banlieue avec des ocres, des rouges. Enfin, c'est des tableaux très forts. On arrive dans la salle et tout de suite on est interpellé par eux. Il y a un fautrier qu'on aurait fautrier dans sa première période figurative, quoi,
Enfin, c'est une très bonne peinture. On sent il y a l'énergie, c'est nerveux, etc., etc. C'est même un peu fantastique d'une certaine manière par les couleurs, par la forme, les formes qu'il donne aux arbres, etc. Enfin, il y en a un d'arbres. Mais quand on voit le fautrier célèbre d'après, quoi, celui qui était abstrait, etc., etc., on a un choc quand même. Ouais. Sous vitrine, parce qu'apparemment c'est une œuvre il y avait les œuvres graphiques et ce tableau de Stendhal qui s'appelle Paysage d'usine, hein, qui est un tableau qui a été apparemment très abîmé, nous a expliqué la jeune femme avec qui on a discuté à la fin. Donc il y a une charte très très difficile, donc c'est un éclairage très faible, mais ce tableau de Stendhal il est très connu, quoi. C'est très sombre, quoi. C'est toutes ces usines. Non, mais Stendhal, c'est quand même quelque chose. Et moi, j'étais un peu dépité, mais elle nous a bien expliqué, je pense. C'est elle qui était, je crois, responsable de l'accrochage de cette expo. En tout cas, elle y a participé activement. Et elle expliquait très bien, quand on lui posait des questions sur tel ou tel... voilà, elle était tout à fait disponible et nous a répondu d'une manière très claire. Voilà, par exemple, sur cette histoire de Stendhal qui était quasiment dans l'ombre. Ouais. Il y avait un immense tableau qui s'appelle La fosse aux Anglais à Senlis en 1889, là qui représente complètement l'extrait de livre que j'ai lu, où effectivement on voit les industries, on voit un immense terrain vague avec des tas de déchets. Moi je pense que ce sont des bouts industriels, mais pour moi c'est le tableau le plus déprimant de tout ce parcours sur un siècle de peinture paysagiste, parce que on voit là la pollution rampante, c'est un immense, sûrement un ancien champ, une ancienne pré ou champ pour les céréales, etc., avec une petite maison paysanne, avec de la volaille. Et effectivement, on voit quelque chose comme des bouts noirs qui sont épandus sur ce champ. Et c'est assez quand même... là, on voit vraiment... D'un seul coup, on a tout ce qu'on avait à voir dans cette expo, c'est-à-dire en fond, à l'horizon, l'avancée de l'industrialisation des usines, etc., avec les fumées et tout. Et là, en premier plan, cette immense étendue, qui est la transition entre la campagne, la ruralité pure et dure et l'industrie. Là, ça commence, la pollution commence là tout de suite. Voilà. Parce que ce qu'il y a dans cette terre, sur cette pièce de terre, c'est pas très sympathique. Ouais. Il y a un tableau aussi que j'ai bien aimé, c'est le tableau de Louis Toffoli qui représente un quai à Ivry. Je ne sais plus si tu le mémorises. Ça, c'est un musée qui a été prêté un tableau qui a été prêté par le musée départemental de Sceaux, où effectivement on voit à Ivry, c'est la Seine qui passe, je ne sais plus, oui, ou la Marne peut-être. Non, c'est la Seine. Ouais. Et donc on voit tous ces bâtiments. Et c'est vrai que celui dont tu parles, de la fosse aux Anglais, tu le trouves déprimant alors qu'il y a de la lumière. Oui, il y a de la lumière. Il y a beaucoup d'autres tableaux où là déjà on sent qu'on s'enfonce dans des ciels sombres, des cheminées qui sont dans le ciel, qui peuvent être beaucoup plus difficiles à regarder, enfin inspirer au départ plus de morosité en fait que la fosse aux Anglais, qui si on regarde pas, si on n'y met pas, si on transpose pas tout ce que ça raconte, en fait, est presque plus gai au départ, quoi. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'était le pire pour moi, parce que évidemment sur cette impression de fausse gaieté due au ciel, due à la lumière, etc., en fait, il se passe le drame qui a dénaturé complètement les campagnes autour de Paris, quoi. C'est tragique, parce que, évidemment, vu comme ça, où il y a un ciel bleu, il y a tout ça, il y a une espèce de fermière, là, en sarrau aussi, avec ses poules et ses machins. Mais bon, il y a aussi cette terre que tu sens perdue pour l'agriculture, quoi, qui deviendra autre chose, quoi. Tout à fait, ouais. Donc en fait, il y a encore, il y avait beaucoup d'autres tableaux. Là, je pense qu'on a raconté un petit peu ceux qui nous ont le plus marqué. Il y avait quelques œuvres graphiques. Il y avait aussi d'Albert Marquet, je crois. Il y avait des encres de Marquet. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce que avec quelques traits, il a fait c'est un crowbar, hein, mais c'est, à mon avis, mon impression, c'est que c'est l'essence même.
il a retranscrit ça de la banlieue, quoi. En quelques traits, on a la banlieue dans la tronche. Voilà. Ouais. Et puis Ça, il y en j'ai a, trouvé ouais. c'est fort. Il y avait aussi un d'Albert Glaise, Péniche et Fumée à Courbevoie. Là, c'est pareil, c'était du crayon, il y avait de l'encre, un avis d'encre brune qui était un petit peu rehaussé avec de la gouache blanche. Et c'était ça faisait un format sépia. Et c'est pareil, ça nous plongeait directement. C'est ça, des fois dans le dessin, c'est tout de suite ça va à l'essentiel. À l'essentiel, ça. Voilà, et puis en même temps, je pense que c'est le fait d'artistes qui sont quand même assez, comment on peut dire, parce que forts, grands, qui touchent vraiment, quoi, je pense. On voit dans le dessin. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour de cette banlieue industrialisée et cette banlieue qu'on a appelée la banlieue noire. Ouais. Après, donc la troisième partie, je pense qu'ils ont voulu terminer sur une note plus gaie, donc ce sera la banlieue des loisirs, quoi. Oui, mais sauf qu'on n'a pas vraiment tout dit. Il y a des artistes qu'on zappe, mais non, je crois qu'on n'a pas tout dit, mais bon, on peut pas tout dire non plus. Il faut que vous découvriez vous aussi en allant à cet atelier Grognard, que vous découvriez, si vous voulez, tout ce qu'on vous décrit pas aujourd'hui, parce que autrement, à quoi bon y aller, hein, sauf que vous n'avez pas les images, voilà, c'est tout. Mais non, il faut vraiment y aller et puis finir l'exposition qu'on vous décrit pas ici. Sitôt que le printemps s'apparaît, on voit éclore des chansons. Les musiciens et les poètes lui font la cour à l'unisson. Le printemps, s'il fallait les croire, c'est le soleil, les fleurs, les oiseaux. Ben chez nous, c'est une autre histoire. Faut croire qu'il vient incognito. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. On ne voit jamais en levant les yeux si le ciel est bleu. Les pauvres arbres poussiéreux ont mauvaise mine. Et les oiseaux, l'air dégoûté, ne veulent plus chanter. Les matins roses, les soirs tout bordés d'or. On le suppose pour y faire d'autres décors. Ça serait joli dans ma banlieue sur les cheminées bords. Oui, mais voilà, y a de la fumée. Mais comme la fumée s'effiloche et se disperse au gré du vent, je sens sitôt que tu m'approches s'envoler au loin mes tourments. Au ciné ou dans les romances, il y en a sûrement des plus beaux que toi, mais pour moi, c'est sans importance, puisque t'es mon amour à moi. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. Mais j'ai trouvé un petit coin bleu là dans tes yeux. Que le ciel soit gris, qu'il soit brumeux, moi je devine. Tout un printemps qui m'éblouit quand tu souris. Mon regard pose partout des reflets d'or. Du bleu, du rose sur le gris du décor. C'est merveilleux dans ma banlieue toute l'année. On s'aimera dans la fumée. Il y a de la fumée dans ma banlieue, interprétée par Lucienne Delille. Oui, pas dans le poste, hein, dans la banlieue. C'est pas la même fumée. Non, ça c'est Max qui met la fumée dans le poste. Voilà, alors, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, hein, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
L'émission à racaille qui se consacre aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, c'est quasiment un sacerdoce. Peindre la banlieue de Corot à Vlaminck. Voilà. Et ça se passe où, me direz-vous? Eh ben, ça se passe à Rueil-Malmaison. Voilà, alors si on peut donner aussi, on peut expliquer maintenant comment se rendre à l'exposition. Hein, non, mais je te le donne, Émile, j'y pensais justement. Voilà. C'est assez facile en fait. Alors nous, on a pris bêtement le RER jusqu'à la station La Défense, Grande Arche. Et là, c'est très bien fait, il y a les bus qui sont indiqués, il y a des numéros de bus et on a pris le 258 qui dépose au château de la Malmaison et là on est à 5 minutes de ce lieu d'exposition. Tout à fait, à 5 minutes. Hein. Non mais sérieusement, hein. Ouais. 5 minutes. Alors c'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 10 avril 2017. C'est tous les jours de 13h30 à 18h. Le mardi, c'est de 10h à 17h. Le tarif plein est de 6 €. Il y a un tarif de 4 € pour les groupes à partir de 11 personnes, pour les amis du Louvre ou les demandeurs d'emploi. Et c'est la gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants. Ouais. Et c'est un lieu magnifique, un lieu de mémoire aussi, puisque c'était un ancien atelier. Voilà. Mémoire doublement, puisque c'est une architecture Eiffel qui est en pleine période Eiffel. Et les bâtiments de cette période-là, métalliques, sont toujours assez étonnants. Donc la dernière partie de l'exposition, donc une fois qu'on est sorti de ces fumées d'usine, on va se détendre un peu et là on va arriver dans une banlieue qui est une banlieue de loisirs qu'on a évoquée déjà plusieurs fois quand on avait parlé de Nogent, qu'on est allé au musée de Nogent-sur-Marne, qu'on a évoqué tous ces peintres de la Marne. Donc là on va pas rester que sur la Marne, mais effectivement on va plutôt aller se détendre. On va plutôt aller se détendre au bord de l'eau. Hein. Et là, la série de tableaux exposés est quand même assez remarquable aussi. Hein. Justement, là, il y avait un Gros-Mer, un viaduc sur la Marne qu'on a. C'est pareil, le tableau de Gros-Mer, il explose au milieu de tout ça, je trouve. Donc, viaduc sur la Marne qui permet en fait de voir en même temps des gens qui sont au bord de la Marne sous un pont, mais derrière il y a quand même toujours les usines. Donc là, on va voir un peu des fois les deux paysages qui vont se mélanger. De même que celui de Lucien Fontana-Rosa qui est le dimanche au bord de la Marne. On voit il y a des gens qui sont sur le devant, et il y a quand même derrière des chemins d'usine qui ne semblent pas incommoder qui que ce soit, quoi. Oui, et puis on peut aussi citer Hervier de Romande, voilà, qui, avec Paul Féval, vous connaissez Paul Féval quand même, embarque sur la Marne en 1890. Hein. Et c'est là le pont, c'est le viaduc de Nogent, où on voit tous les bâtiments qui ont été rasés par Roland Nagesser, le maire de droite de Nogent, qui a sévi à Nogent pendant presque 40 ans. Il a rasé toute la mémoire populaire de Nogent, les guinguettes, tout ça. Et là, il y en avait magnifique. Voilà, tout ça, j'ai connu ça quand j'étais enfant. Mais il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un port de plaisance. Ouais. Il y a un tableau de Dufy aussi. C'est bord de Marne avec des canotiers. Et ce bâtiment qu'on voit très souvent quand il y a les bords de Marne. Et on reconnaît tout de suite la facture Dufy. Hein. Dufy, ça on connaît la facture Dufy. Ouais. Il y a un utrio à côté qui représente des guinguettes à Robinson. Ouais. C'est très curieux d'ailleurs comme peinture, ça fait un peu fantastique encore une fois, voilà. Utrillo fantastique, c'est un peu étonnant, ça n'avait pas, on a toujours dans la tête les Utrillo de Montmartre, etc., mais là ça n'a rien à voir avec un Utrillo, quoi, qu'on connaît en tout cas. J'aurais jamais pensé qu'Utrillo avait fait des choses comme ça. Voilà. Puis en plus c'est une grande tartine, ce qui n'est pas vraiment le style du trio, quoi. Ouais. Il y avait un Maximilien Luce qui représente une baignade. Il y a Caillebotte, des bateaux Argenteuil, et un qui est beaucoup plus connu là, qui sur les bords de Marne, là, ces baigneurs, ces canotiers là de ce couple qui se promène toujours sous le même viaduc de Nogent là, qui est de Hervier de Romande. Oui, Bon, ça, c'est plus classique. Je trouve qu'il y a ça. C'est plus classique, mais c'est de la jolie peinture, quoi. C'est pas une peinture prise de tête, quoi. Je peux dire, ça va, ça coule comme la Marne, quoi, à cette époque-là. Il y a aussi celui de Lint Alphonse, alors en gros, un inconnu total pour ma pomme.
Les petits pêcheurs au pont de Pierre de Ouais, Lagny, vers 1895. mais ça, c'était dans la partie précédente, parce que je l'ai évoqué déjà tout Ah à ouais, l'heure. Ouais. excuse-moi. Non, Ouais, ouais. Excuse, c'est mon grand âge qui me fait un peu radoter parfois. Ouais, bon, d'accord. Mais non, c'était principalement ces tableaux-là qui représentent la banlieue des loisirs. Hein. Ouais. Et voilà, donc cette exposition, on peut dire que ça nous a vraiment fait du bien. Il y a quelque chose qui, quand on est ressorti de là, on était content, on a rencontré à l'accueil des gens charmants, on a été vraiment bien accueillis. Et puis surtout, avec cette responsable de l'accrochage, une très jeune femme, on ne connaît pas son nom, mais on est désolé, on aurait bien... Mais c'est en arrivant à la Défense qu'on s'est dit que, tiens, on est un petit peu en retard à l'allumage, on ne connaît pas le nom de la jeune femme qui nous a si bien entretenu de son accrochage, quoi, voilà, qui est très sensible, qui est très intelligent, et en même temps, qui a fait un parcours chronologique étonnant. Voilà, on rentre tout doucement, si vous voulez, jusqu'à la catastrophe quasi finale, parce que même si la fin est plus marrante, pour parler un peu vulgairement, que la première partie et la deuxième, si vous voulez, c'est quand même une nostalgie qui est un petit peu, comment dirais-je, pas malsaine, mais quand même, il y a une... Parce que sous ces aspects riants, si vous voulez, il y a quand même... Il faut se souvenir que c'est pas une époque où les ouvriers étaient franchement heureux, quoi, voilà. Voilà, c'était encore le patronat triomphant du 19e siècle, comme ça redevient maintenant avec des gonfle-bouffis comme Gattaz, voilà. Donc, moi, je suis pas tout à fait sur le même... parce que ma camarade est beaucoup plus optimiste que moi, voilà. Et moi, je suis vraiment d'un pessimisme noir, quoi. Ça peut se dire, ça fait un petit peu un truc bon, redondant, mais bon. Voilà, je suis pas convaincu. Si vous voulez, oui, c'est gai, c'est léger, c'est une période. C'est un petit peu comme on parle de la Belle Époque. Vous voyez, c'est la même chose. La Belle Époque, c'est une époque sinistre aussi pour le peuple, quoi. Bah là aussi, parce que qu'est-ce qu'ils ont les pauvres gens? Ils venaient à Nogent-sur-Marne entre autres, pas que là, mais à Nogent-sur-Marne avec le train, le chemin de fer de la Bastille, à Boissy-Saint-Léger, le dimanche. Et qu'est-ce qu'ils avaient pour se distraire? Ils avaient les berges de la Marne où ils s'asseyaient pour pique-niquer, en regardant les bateaux qui passaient, qui repassaient. Voilà, c'est un peu limité. Puis en allant guincher dans quelques guinguettes, etc. Gênes, Robinson et tout ça. Enfin bon, c'est quand même, à force d'en parler. Et moi, j'ai vécu la fin de cette époque-là, justement, dans ce petit bled de Nogent. Là, j'habitais au bord de la Marne. Et j'ai vu toutes ces choses-là. Voilà, bon, c'était aussi après la Libération, c'était aussi bon. Mais je suis moins, comment dirais-je, je vois ça moins rose bonbon que ça l'est présenté. Non, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur la condition des ouvriers. On n'est pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y avait quand même cette époque où il y avait encore beaucoup de choses à conquérir. Et il y avait les choses allaient être conquises. On allait quand même essayer de travailler moins. Il y avait et maintenant, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est quand même dans la dégringolade. C'est qu'on grignote quand même tous ces acquis d'après-guerre. Là, on est encore à une période où il y avait ces conquêtes sociales à avoir, même si les conditions de vie étaient difficiles. Oui, tout à fait. Mais la peinture, si tu veux, malheureusement, je crois quand même que cette peinture paysagère que j'adore, hein, c'est pas le sujet. J'ai aimé toutes ces périodes exposées, voilà. Mais quand même, il y a si tu veux, à part peut-être, je sais même pas si les artistes ont dit qu'ils s'engageaient pour à propos de cette banlieue noire, quoi, en essayant de l'imager, bon, je suis pas convaincu de la conscience politique des artistes, peut-être à part quelques-uns qu'on aime beaucoup. Pissarro, Maximilian ouais, voilà, c'est ça, on en a déjà parlé assez souvent dans l'émission. Guillaumin aussi, évidemment, mais d'une manière générale, tous les autres, là, je crois pas qu'ils étaient très concernés par la misère ouvrière, quoi. Tu vois. Bon, en tout cas, ils ont laissé un témoignage de cette époque et nous, on a quand même eu le sentiment dans cette exposition que ça nous a fait du bien au niveau pictural. On a eu plaisir à s'y promener et on peut aussi avoir ces moments de plaisir. Oui, mais enfin, quand tu vois ce que décrit justement
dans Chose de banlieue, là, que tu as lu. Oui, Lucien Bourgeois. De Bourgeois. Bon, ça relativise un peu tout ça, quand même. Et moi, picturalement, voilà. Moi, j'essaierais, enfin, c'est difficile quand même de rester dans le pictural, c'est-à-dire dans les images, dans le style, voilà, toutes ces choses-là. Oui, ça, je peux l'accepter, mais je peux pas oublier non plus que derrière tout ça, derrière cette façade gentille, même le monde rural, c'était évidemment les paysages étaient sympas, etc. Enfin, ceux que nous ont laissés, en tout cas, ces artistes. Mais la condition de paysan n'était pas non plus très reluisante. Hein. Voilà. Et je pense que les campagnes, elles ont commencé à se moderniser, à changer à la fin des années 50, au début des années 60. Mais il y avait encore à cette époque-là des gens qui vivaient dans des maisons avec les sols en terre battue, etc., sans eau. Fallait aller au puits du village. L'électrification n'était pas encore terminée parce qu'il y a toujours parce que ça coûtait de l'argent. Pour les paysans, l'argent, c'est quelque chose... Voilà, on dépense pas l'argent comme ça, sans réfléchir. Il faut voir... On avait vu un film là-dessus, Dominique. Mais si, on a vu un film sur l'installation de l'électricité à la campagne. Je me souviens pas. Bon, peu importe. Moi, je me souviens du film, mais je me souviens pas du nom. C'était le nom d'une famille de paysans. Ouais, bon, d'accord, elle se souvient pas, là. Si la mémoire de cette émission ne se souvient pas... Mince, on va où, alors? On se casse la gueule. Bah oui, on se casse la gueule, voilà. Bon, tout ça pour dire que allez-y pour la peinture, n'y allez pas trop pour l'histoire du monde ouvrier, des misères ouvrières. Voilà. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Dimanche au bord de l'eau, au trémolo
oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Quand on se promène au bord de l'eau, par Jean Gabin, extrait du film La Belle Équipe. Sur Radio Libertaire, l'émission à Racaille, Peindre la banlieue, c'est fini. Voilà, bon, on était bien content d'aller voir cette expo. On en a retiré un certain émerveillement pour quelques œuvres. Voilà, un beau parcours. Merci à ceux qui l'ont organisé. Et allez-y, sans arrière-pensée, c'est sympa. Et tout de suite, les expositions. Alors les expos, on n'a pas noté de nouvelles expositions. On peut simplement rappeler l'exposition donc à vos souhaits. C'est Philippe Roux qui fait une exposition collective avec 4-5 autres personnes. C'est jusqu'au 15 janvier de 16h à 20h. Donc c'est une exposition de gravure. C'est 30 ans de carte de vœux. C'est Cité Bonnier, 17 rue Hélène Jakubowski, dans le 20e arrondissement à Paris. On peut rappeler le travail de Clément Scunvert, Clément qu'on a reçu dans l'émission, son travail qui est visible au café Le Berrichon à Montreuil, 9 rue Édouard Vaillant. Et on a appris cette semaine avec tristesse que la galerie Paula Dardouin, qu'on avait fréquentée un petit peu, on avait reçu la galeriste Dominique Paulade, cette galerie va fermer ses portes parce que en fait Dominique Paula Dardouin va se consacrer au travail de donation de toute la collection de sa maman qui est à Montaulieu. Voilà pour les expositions. Et celle dont on vient de vous parler, bien sûr. Ouais. Après le culturel de la semaine. Alors on a vu un film des années, je crois, 1967, un film de Jean Rouch. On a continué notre chemin en Afrique. Et donc la chasse au lion à l'arc, voilà, ce sont des Africains qui vont partir à la chasse au lion. C'est-à-dire que le village est paisible. Jusqu'à ce qu'un lion un lion attaque une vache qui était valide. Tant que les lions mangent des vaches malades, ça pose pas de problème. Et quand le comportement du lion pose un problème pour le village, en fait, les guerriers vont donc partir à la chasse au lion. Donc là, on va voir tout le rituel de ces guerriers qui partent, de toute la sorcellerie, la magie qu'il y a autour, avec la fabrication du poison. Et c'est une chasse qui a lieu donc tous les 4 ans. Alors c'est vrai que quand on voit les lions qui vont être attrapés, comment ils posent les pièges, comment ils vont guetter le lion, c'est un peu difficile. En même temps, il y a quand même on n'est pas dans la démesure, c'est-à-dire que effectivement, on les voit partir une première fois chasser le lion. Et la chasse ne fonctionne pas. Il y a un guerrier apparemment qui dysfonctionne, qui porte un peu malheur à l'équipe de chasseurs. Et les chasseurs repartiront chasser que 3 ans plus tard. Et puis il y a aussi le film Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Alors ça, c'est un film qui vient de sortir. C'est un film américain. Alors j'étais un petit peu déçue au début. J'ai pensé que c'était un film anglais qui était du cinéma social anglais comme on aime bien le voir. Et en fait, c'est un film américain qui est très bien interprété avec des belles images qui racontent la vie d'un ouvrier qui a vécu des drames familiaux et qui va se trouver confronté à son ancienne vie, à retourner dans la ville où se sont passés tous ces drames, et qui va être proposé pour être tuteur de son neveu quand son frère décède. Donc il y a toutes ces interrogations, mais le film est un peu long, il dure 2h18 et il y a un certain dysfonctionnement. Enfin, moi, je trouve que l'émotion a pas été présente. Est-ce que c'est par la structure du film avec ces flashbacks récurrents? Et c'est étonnant parce que l'interprétation est quand même cet ouvrier et son neveu jouent très très bien. Mais la longueur fait que finalement, on s'essouffle un peu et que moi, je suis passée un petit peu à côté de l'émotion, quoi. Voilà. La stiera de España, las grandes, la sola desierta llanura,
Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, Paco Ibáñez.